Hop. J'espère que la caméra fera pas le focus sur toi cette fois. Salut à tous les amis, c'est Mr Fox et bienvenue dans ce nouveau vlog au KLM. Ça faisait quand même un moment qu'on n'en avait pas fait un, tranquille comme ça sur ce vieux canapé bleu complètement déglingué. Je sais pas si vous vous souvenez du premier vlog d'été à l'époque au KLM que j'avais fait. Il portait sur le site Sens Critique. Sens Critique qui est un petit site culturel où vous pouvez noter des œuvres comme des films, des séries, des jeux vidéo, des livres, des albums. Vous pouvez écrire des critiques, vous pouvez faire des listes et vous pouvez répondre aux nombreux sondages régulièrement lancés par la facétieuse team Sens Critique. Et il y a 4 ans donc j'avais fait un vlog pour m'énerver sur une de leurs listes qui était les films à voir obligatoirement en VO. Et de fait, par déduction logique, les films à ne pas voir en VF. J'avais fait une petite vidéo à l'époque pour évoquer certaines absurdités de la liste, notamment des films qui n'avaient pas de VF et un numéro 1 totalement usurpé qui à mon avis était vraiment dû à une petite communauté qui s'était donné le mot pour le mettre numéro 1. Et du coup à la fin de la vidéo, je vous incitais à remplir vous aussi ce sondage pour le faire un petit peu évoluer. Et tout ça c'était il y a 4 ans. Et depuis c'est vrai que la liste a énormément évolué et la vidéo en question, le premier vlog, a récemment passé il y a quelques jours les 100 000 vues. Et ça c'est cool. Et puisque la liste a vraiment beaucoup évolué depuis la dernière fois, je me suis dit est-ce que ce serait pas l'occasion de faire un deuxième round? De revenir un petit peu sur cette liste, de voir qu'est-ce qui est sorti du top, qu'est-ce qui est rentré, pourquoi, et surtout, est-ce que les réponses de ce sondage ont un peu plus de sens? Et donc je vous propose de regarder tout ça ensemble. Regardons un petit peu ça. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que sur les 30 films qui étaient dans la liste il y a 4 ans, eh bien, il y en a 16 qui ont totalement quitté le top. Y compris celui qui était top 1, ce qui est donc la preuve qu'il y a eu quand même des petits abus et qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient répondu à ce sondage. Pour dresser un bilan global, je dirais que c'est avant tout les films pas très connus qui sont dégagés, mais aussi et surtout les films qui n'ont pas de VF. Et je m'étais pas mal attardé dessus dans la première vidéo, mais c'est vrai qu'un film qui n'a pas de VF, il n'y a aucune raison de le voir dans un top les films à regarder en VO. Si t'as pas le choix, oui, tu peux le regarder qu'en VO. Le seul qui est resté de tous les films qui n'avaient pas de VF, eh ben c'est Les 7 Samouraïs, et on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Puisqu'il y a 16 films qui sont sortis du top, de fait, il y en a 16 nouveaux qui sont rentrés dans le top. Alors je m'attarderai sur ceux qui sont dans le top 15, mais pour parler des autres, je dirais qu'il y a pas mal de comédies musicales. Il y a notamment Sweeney Todd, malgré le gros travail de Bruno Choël et de Laurence Breheret, pour rendre le plus imperceptible possible les transitions VF-VO. Don't forgive me if me head's a little vague. C'est quoi ça? But you think we had the plague? From the way that people keep avoiding, tu te crois où? Heaven knows I try. Il y a aussi School of Rock, et là, pour le coup, bon, c'est pas moi qui vous jetterai la pierre, Encore une fois, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais Koé, pire Star Talent. Eh, tu faisais John dans Garfield? Merde, c'est vrai que c'est quoi? J'ai même pris beaucoup moins que toi d'ailleurs sur ça. Il y a également Le Sens de la Vie qui était dans le top 15 la dernière fois, qui était 11e et qui maintenant est je crois 18e ou 17e. Et enfin niveau comédie musicale, le Rocky Horror Picture Show. Je comprends parfaitement qu'il y soit, mais je trouve ça encore une fois un petit peu relou puisque il n'a pas de VF. Sinon, dans les nouvelles entrées, il y a aussi La Première Folie des Monty Python. Donc ça y est, maintenant c'est officiel, les 4 films des Monty Python sont dans le top des films à voir en VO. Si la VF des Monty Python vous intéresse, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai fait sur le sujet, où j'explique en gros que c'est vrai que la VF de La Première Folie est nulle, que celle des 3 autres est pas trop mal, mais que je comprendrais totalement qu'on regarde les films en VO. Moi-même, je les regarde en VO. Dans les nouvelles entrées, on trouve aussi pas mal de Tarantino, et dans les places 16 à 30, on retrouve Django Unchained, Reservoir Dogs et Les 8 Salopards. Alors personnellement, je trouve ça un petit peu triste. Django Unchained, j'avais fait une vidéo dans mon calendrier de l'Avent pour dire à quel point la VF était cool. Alors je sais pas si c'est la VF d'Inglourious Basterds qui a tiré toutes les autres VF de Tarantino vers le bas dans l'estime des gens.
Mais bon, ça m'échappe un petit peu, je pense qu'on y reviendra plus tard. Et puis il y a des choix que je trouve un petit peu dommage, comme Old Boy, j'ai fait une vidéo dessus, ou Le Loup de Wall Street, j'ai fait une vidéo dessus. En l'occurrence, c'est vraiment deux VF que j'aime bien, et notamment Le Loup de Wall Street que j'aime vraiment beaucoup. Donc je suis vraiment dubitatif. Ouais, puis sinon on a 300, hein, qui était 23e et qui maintenant est 20e. Je pense que c'est toujours à cause de This is Sparta, mais peut-être que c'est aussi à cause de la superbe musique de fin de El Matador. Au champ d'honneur pour hisser l'étendard 300. Marquons une page de l'histoire, frère d'âme, frère de sang. D'ailleurs, puisqu'on parle des films qui étaient déjà dans le top, hein, il y en a 9 qui ont monté, qui ont augmenté de place, 4 qui ont baissé de place, et un qui est toujours à la même place. Vous verrez tout à l'heure lequel. Bien, cette partie statistique qui n'intéresse que moi étant réglée, passons tout de suite au numéro 15, et le numéro 15, c'est Les 7 Samouraïs, qui avant était 16e et qui maintenant est 15e, et qui n'a toujours pas sa place dans ce top. Je vais en parler une bonne fois pour toutes, de toute manière c'est le dernier film du top 15 à ne pas avoir de VF. C'est quoi l'intérêt de mettre des films qui n'ont pas de VF dans un sondage, les films à voir en VO? T'as pas le choix. Pour reprendre ma métaphore pourrie de la dernière fois, si on vous demande de choisir entre McDo et Burger King, alors qu'il n'y a pas de Burger King dans votre ville, c'est absurde de... comment dire, de dire je veux aller à McDo s'il n'y a rien d'autre. Bref. Elle est toujours aussi pourrie ma métaphore, mais je vous demande de la comprendre, s'il vous plaît. Ça n'a pas de sens de mettre dans une liste rouge ou vert un film qui n'existe qu'en rouge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est absurde de dire que tel t-shirt est mieux en rouge quand il existe qu'en rouge. Il n'est pas mieux en rouge, il existe qu'en rouge. Bon voilà, j'en ai parlé une fois, c'est dit, c'est dit. Passons au numéro 14. Le numéro 14, c'est Blade Runner. Et là, pour le coup, c'est une des nouvelles entrées. Je vous avoue que pour ma part, je n'ai jamais regardé Blade Runner en VF. Je suis tout de suite parti sur la VO, et il y a une raison à ça, c'est les multiples montages. Blade Runner, il y a la version ciné de l'époque, il y a la copie de travail, il y a la Director's Cut de 92, je crois, il y a le Final Cut des années 2000, et j'avoue que je ne me suis pas renseigné sur le sujet. Je sais pas comment ont été doublés les passages supplémentaires. Est-ce qu'ils ont été doublés avec les comédiens d'époque, mais du coup on sent peut-être la différence des années au cours des changements de scène? Ou bien peut-être qu'ils sont laissés en VO, hein, ça arrive assez régulièrement si vous regardez des films comme Terminator 2, ou des dessins animés qui ont été censurés à l'époque comme Dragon Ball et Dragon Ball Z, vous allez avoir des passages qui sont dispo qu'en VO. Et du coup, c'est vrai que quand on a un film où un tiers des scènes restent en VO, bah, autant regarder tout le film en VO. Pour le coup, si vous connaissez un petit peu Blade Runner, si vous connaissez un petit peu les différents montages et que vous êtes un peu renseigné sur le sujet, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, ça m'intéresse. En numéro 13, nous retrouvons La Guerre des Étoiles, ou Star Wars épisode 4, qui était déjà dans le top avant, qui était 30e sur 30, et qui là se retrouve quand même vachement haut, 13e. A raison, parce que c'est vrai que la VF de Star Wars, hein, il y a tout le lore dont les noms ont été changés, hein, Yann Solo, Chic Tabac, Z6PO, le Millennium Condor. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, surtout quand on est fan de la saga, de commencer avec des noms bizarres et d'ensuite enchaîner sur le reste. Je vous avais dit la dernière fois que je ferais peut-être un Parlons VF sur le sujet. Je ne le ferai pas, puisque il y a quelques mois, un vidéaste du nom de Publius Caedus a fait une super vidéo sur le sujet. Il est hyper calé en Star Wars, il est hyper calé en VF, sa chaîne parle de cinéma et de doublage, et vraiment, il a fait une vidéo que j'aurais rêvé de faire, et clairement, je ferai pas mieux, je pourrais rien ajouter. Donc vraiment, si la VF de Star Wars vous intéresse, foncez voir cette vidéo, je mets le lien en description, en commentaire épinglé, en fiche. Vraiment, allez voir la chaîne de ce mec. En plus, il a même pas 500 abonnés. Alors que sa vidéo est vraiment hyper complète, hyper rythmée, hyper précise, hyper pointue et hyper cool. Vraiment, foncez voir cette vidéo. Je tenais à le dire à un moment ou à un autre. Je suis content d'avoir trouvé ce créneau-là. En 12e place, on retrouve Carnage. Alors ne nous le cachons pas, hein, j'ai eu une influence sur le fait qu'on ait de plus en plus répondu à ce sondage avec le temps. Mais en toute humilité, je pense que si Carnage est dans cette liste, c'est parce que j'ai fait une vidéo dessus. J'ai fait une vidéo où je défonce la VF de Carnage, alors que franchement,
Il y en a d'autres des VF pourris dans la carrière de ce réalisateur. Il y en a d'autres des VF pourris signés Hervé Ikovic. Et pourtant, ceux qui ont répondu au sondage ont mis Carnage dedans. Très sincèrement, j'ai une petite fierté au fait que Carnage soit dedans. Du reste, j'ai fait une vidéo, encore une fois, sur le sujet. Je ne fais que vous renvoyer vers mes autres vidéos. Dans cette vidéo, c'est terrible. J'espère que ça fera bien la promo de ma chaîne. Non mais en vrai, c'est logique qu'en 4 ans, je me sois intéressé à différents doublages de différents films qui sont dans cette liste. Ça a rien de bizarre. En numéro 11, La vie de Brian, qui avant était numéro 10 et qui donc a légèrement baissé, il est numéro 11. Bon voilà, les films des Monty Python sont tous dans cette liste. Je pense, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le sujet, qu'il y a une certaine nostalgie de la VO des Monty Python parce qu'on a tous vu les Monty Python en VO, même si la VF existe. Et La vie de Brian étant le deuxième film le plus connu des Monty Python, bah c'est logique qu'il soit dans le sondage. Numéro 10, Scarface. Scarface qui avant était numéro 20 et qui maintenant est numéro 10, donc il a pris quand même un sacré level up. Et c'est clairement un des films sur lequel mon avis a changé du tout au tout. Parce qu'à l'époque de la première vidéo, j'avais dit « Ouais, c'est n'importe quoi, ça fait partie de ces films parce que les répliques VO sont hyper connues, et ben on préfère les regarder en VO. » Et j'avais parlé de la réplique « Say hello to my little friend » et j'avais dit « Oui, juste à cause de cette réplique, les gens préfèrent regarder le film en VO. » Et puis j'ai revu des extraits de la VF de Scarface. Et non, elle est vraiment pas terrible. Il y a cet accent absolument immonde que prennent les comédiens pour doubler les personnages hispanophones. Si jamais cette somme-là, elle vient à manquer, aïe, pobrecito, mon patron te collera la tête au fond du cul plus vite qu'une lapine s'est fait fourrer. Il y a évidemment des répliques hyper mal adaptées, hyper mal traduites, des comédiens à côté de la plaque, donc ouais, j'admets, effectivement, Scarface a pas une bonne VF. Elle va clasher ma vieille Florine. Ok. Et c'est vrai que si je m'énervais à l'époque, aujourd'hui avec le recul, je me dis que vous avez raison, ok, regardez Scarface en VO. En numéro 9, The Big Lebowski. Encore une nouvelle entrée dans ce top. The Big Lebowski qui est globalement, unanimement décrit comme un film à voir en VO. Pour le coup, j'aurais pas vraiment d'avis à donner parce que je suis pas un grand fan de The Big Lebowski. Je suis désolé, hein, c'est un bon film, j'ai passé un bon moment devant, mais c'est pas un objet de culte comme il l'est pour d'autres spectateurs. J'ai pas souvenir que la VF était particulièrement mauvaise, mais c'est vrai que pour les films cultes, à moins que la VF soit aussi culte que le film, comme sur des films comme Retour vers le futur, ce genre de choses, ben c'est vrai qu'il y a toujours une communauté pour défendre la VO en disant que le film a été conçu comme ça et qu'il ne peut être vu autrement. Et sans doute que The Big Lebowski étant un film très particulier, un stoner movie, etc., peut-être qu'effectivement la VO a une saveur particulière que la VF, aussi bonne et aussi réussie soit-elle, n'arrive pas à retranscrire. Encore une fois, ça fait un moment que j'ai pas vu The Big Lebowski, ça fait un moment que j'ai pas vu la VF. Peut-être ça vaudrait le coup que j'y rejette un coup d'œil. En tout cas, si vous êtes fan de The Big Lebowski, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. En numéro 8, nous avons Orange Mécanique. Une nouvelle entrée, et en l'occurrence un Kubrick. C'est la deuxième nouvelle entrée qui est un Kubrick parce qu'il y a aussi Full Metal Jacket qui était numéro 16. D'ailleurs, j'étais étonné que Full Metal Jacket y soit à la place de, disons, Eyes Wide Shut ou un truc comme ça, parce que Full Metal Jacket, on m'en parle assez régulièrement comme une VF cool en disant « Ah, le monologue du sergent, quand même, il est cool. » Bah, y a quand même un truc que tu vas pas tellement aimer, Blanche-Neige. On te servira pas ton poulet frit et tes pastèques quand tu viendras bouffer à la cantine. Chef, oui, chef. T'es défoncé? Oui, sergent chef. Moi, personnellement, j'aime pas la VF de Full Metal Jacket et j'aime pas non plus la VF de Orange Mécanique. Kubrick a jamais vraiment eu de bol hein, sur ses VF et j'envisage très sérieusement de faire une émission vraiment entièrement consacrée à cinéaste parce que vraiment, il a vraiment pas eu de bol. Et Orange Mécanique n'est vraiment pas aidé, notamment par le fait qu'il y ait cette espèce de jargon des mecs de la bande de Alex. There was me. That is Alex, and my three droogs. That is Pete, Georgie, and Dim. And we sat in the Korova milk bar trying to make up our Razoo dogs what to do with the evening. Il y a des termes un petit peu particuliers de ce jargon où c'est difficile de trouver une traduction. Et puis évidemment, il y a la violence qui est pas forcément très bien retranscrite dans la VF. Une chose que je n'ai jamais pu supporter, c'est de voir de vieux clochards poicres et sous-perdus bramant les vieux refrains poicres de leurs ancêtres
en faisant blop-blop entre les deux. Que ce soit en termes d'énergie ou en termes de formulation, des fois, il y a des traductions où on se dit ouais, ça me paraît pas... Ouais, non, ça me paraît pas très pertinent. Bref, Orange Mécanique est 8e, et là, pour le coup, vraiment, je ne pourrais en vouloir à personne. À l'inverse du numéro 7, qui est The Dark Knight. The Dark Knight, le Chevalier Noir, qui avant était 15e et qui maintenant est 7e. Et je ne comprends toujours pas. J'ai fait, là encore, une vidéo pour en parler dans le calendrier de l'Avent, mais vraiment, c'est un truc qui me dépasse, parce que Batman, depuis les films de Burton, a toujours été très bien adapté. Les Batman de Burton, évidemment, sont des pépites. Batman Forever, même s'ils n'ont pas pris Emmanuel Curtil pour doubler Jim Carrey, s'en sort à merveille. Batman et Robin, tous les jeux de mots absolument pourraves de la VO, trouvent un équivalent VF assez séduisant. Et puis voilà, la trilogie de Nolan, elle ne fait pas exception à la règle. D'autant que, encore une fois, toutes les œuvres de Batman, depuis le film de Burton jusqu'à The Dark Knight Rises, ont été dirigées par Jenny Gérard. Et quand je dis toutes les œuvres de Batman, j'inclus aussi la série animée de 92 que tous les trentenaires adorent. Donc vraiment, ça me dépasse, parce que globalement, la moyenne d'âge de ceux qui utilisent Sens Critique, c'est 20-30 ans, quoi, comme vous qui regardez ma chaîne YouTube. Donc vraiment, ça me dépasse que cette communauté-là, qui est pourtant hyper attachée au VF de leur enfance, comme le Batman, la série animée, le Batman de Burton, etc. Je comprends pas pourquoi eux n'aiment pas la VF de The Dark Knight. Alors que c'est la même équipe et surtout le même soin apporté. C'est-à-dire que l'adaptation est cool, les comédiens sont cool. On a le formidable Philippe Valmont qui est un super Christian Bale. On a Stéphane Ronchevski qui est un super Joker et qui est tellement un super Joker qu'on l'a rappelé pour faire Arkham Origins, le jeu vidéo. Et je crois aussi pour faire Injustice ou un truc comme ça, un jeu de combat à la Mortal Kombat. Pour moi, très clairement, il y a deux voix du Joker. Il y a Pierre Attet, enfin il y avait Pierre Attet, et il y a Stéphane Ronchevski. Les deux font la paire, comme dirait l'autre. Je ne comprends pas d'où vient cette haine. Est-ce que ça vient vraiment de la campagne virale Why So Serious, des mèmes en mode Where Are They? Je sais pas, mais je trouve ça dommage. Est-ce que pour une scène, ça mérite qu'on descende la VF entière du film, qui vraiment, en plus, vraiment, les textes sont très cool. Enfin bon, c'est une incompréhension de Stop, et le suivant est tout autant une incompréhension, puisque le numéro 6, c'est Pulp Fiction. Oui, sauf que non. Il y a des limites quand même. Alors encore une fois, est-ce que c'est Inglourious Basterds qui a réduit à néant la réputation de toutes les VF de Tarantino? Je ne sais pas, mais clairement, Pulp Fiction, c'est une des meilleures VF des années 90, j'ai pas peur de le dire. Je veux dire, le casting est prodigieux, on a plein de comédiens qui font partie de ces comédiens intouchables, même pour les anti-VF. On a Patrick Poivet sur Bruce Willis. Putain de merde, il y avait une chose à laquelle il fallait faire gaffe, c'est cette foutue tocante. Thierry Desroses sur Samuel L. Jackson. Décris-moi Marcellus Wallace, hein, de quoi il a l'air? Juliette Degen sur Uma Thurman. Dis donc, ça nous change du tout au tout des banalités que tout le monde dit quand on lit Connaissance. On a Michel Vignier qui est parfait sur Travolta, on a Vincent Ropion qui est parfait sur Tarantino, on a Jean-Michel Martial pour doubler Ving Rhames. Lui et sa voix d'outre-tombe, mais c'est du génie. Te dira avec un sourire, Marcellus Wallace avait raison. Les textes sont vraiment super cool et il y a des scènes qui sont ultra cultes aux États-Unis qui marchent très très bien en France. C'est ton pays, ça quoi? Quelle langue on parle à quoi? C'est génial. Et la citation biblique, pareil, elle est impeccablement retranscrite, c'est nickel chrome. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pour ça se réduisent à néant les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Alors pourquoi? Pourquoi ce... d'un coup, parce que jusqu'à maintenant Pulp Fiction n'était pas du tout dans le top 30, pourquoi ce revirement? Pourquoi ce twist? J'ai l'impression qu'il y a un courant qui peut-être était là depuis le début, mais qui s'amplifie, qui dit les Tarantino, ça se mate en VO. Et je sais pas vraiment d'où il vient, parce que Tarantino est un des réalisateurs les plus gâtés en termes de VF. Encore une fois, j'ai vu il y a pas très longtemps la VF des 8 salopards, que je n'avais vu jusqu'à maintenant qu'en VO, et elle est impeccable. Encore une fois, Thierry Desroses, parfait sur Samuel L. Jackson. On a, petite mention sur
Nicolas Marié qui fait Tim Ross. Non, vraiment, le casting est cool, l'adaptation aussi, donc je sais pas d'où ça sort. Est-ce que c'est le même phénomène que pour les Monty Python? Est-ce qu'il y a aussi ce truc du ça se regarde en VO? Mais encore une fois, je suis pas sûr parce que on a beaucoup vu Pulp Fiction en VF, on a beaucoup vu Reservoir Dogs en VF, on a beaucoup vu Kill Bill en VF, parce qu'à l'époque, ça se téléchargeait pas aussi facilement qu'aujourd'hui la VO. Ça circulait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Non, et puis il n'y a pas de nostalgie de la VO pour les Tarantino, quoi. Donc vraiment, ben, encore une fois, je suis dubitatif devant ce genre de position. Ben, enfin bon. On va pas en faire un fromage. Numéro 5, Phantom of the Paradise, qui avant était 8e et qui donc maintenant est 5e. Il a monté et je ne vous en voudrais pas pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une comédie musicale, hein, une comédie musicale qui chante pas mal, avec des voix un petit peu emblématiques, un petit peu iconiques. On a évidemment Jessica Harper, mais on a aussi le brave Paul Williams. I like it. Keep working on it. Drop an octave here, change a line there, give it a beat. Make it completely yours. Paul Williams, aujourd'hui, même les plus jeunes connaissent sa voix parce qu'il est dans le dernier album des Daft Punk. Littéralement le dernier. Et puis il y a autre chose qui joue en la défaveur de Phantom of the Paradise, c'est que l'AVF date de 89, alors que le film date de 74 ou 76, j'ai un doute. Bah au pire je vérifie. Et oui, Mr. Fox, c'est moi qui attire l'autofocus et pas toi. Je suis Boulux. 74. Donc même si on a un super casting comme Luc Hamet sur Paul Williams, Emmanuel Jacomi, je crois même qu'il y a Philippe Pétieux, même avec un casting comme ça, il y a une dissonance, quoi. Il y a un truc qui va pas. On sent qu'on a une VF qui date pas de la même époque que le film, quoi. Et notamment quand il y a des chansons. C'est-à-dire qu'on passe d'un son un peu craquelant des années 70 à un truc plus propre. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a une dissonance. En numéro 4, on a Sacré Graal. C'est le seul qui n'a pas bougé d'un millimètre. Il était 4e avant, il est 4e après. En revanche, c'est mon avis sur la question qui a bien évolué. Et oui, parce que dans la première vidéo, j'ai dit quand même une grosse connerie. J'ai dit que le film n'avait pas de VF. En un sens, c'est vrai qu'il n'a pas de VF parce qu'il a une VQ, version québécoise, mais ça reste une version française, une version francophone. Donc voilà, j'ai dit une ânerie. Et voilà. Et en plus, la VF est plutôt réussie, donc vraiment double ânerie. Après, je maintiens quand même un truc que j'ai dit à l'époque, à savoir que je pense que la majorité des gens qui ont mis Sacré Graal dans leur classement n'ont pas vu ne serait-ce que des extraits de la VF. Ils se sont dit, Sacré Graal c'est en VO, point, parce que je l'ai toujours vu en VO et que je ne m'imagine pas le voir en VF. Alors je dis pas que c'est pas une raison valable pour le mettre dans son top, hein, de se dire je regarderai jamais la VF puisque je connais que la VO et que j'ai pas envie d'essayer la VF. Mais je sais pas, je trouve que ça biaise un peu les résultats, quoi. Après c'est vrai que pour la première vidéo, on m'a beaucoup rappelé que cette liste c'était la liste des films à voir en VO et pas la liste des films à ne pas voir en VF. Mais après, on va pas se mentir, hein, l'un entraîne l'autre, et vice-versa. Donc bon. Il y a Sacré Graal. Soit. Ça m'énerve moins que dans la première vidéo, mais je reste quand même un peu attristé que certaines personnes ne donnent pas leur chance à la VF de Sacré Graal, qui est pourtant, comme je le dis dans la vidéo sur le sujet, une belle réussite. Vraiment, la moitié de la vidéo, c'est moi qui vous encourage à voir d'autres vidéos, quoi. Bon, allez, numéro 3. Le numéro 3, c'est Shining. Shining qui avant était 14e et qui maintenant est 3e. Dans la première vidéo, je disais, il mérite d'être beaucoup plus haut. Je suis content, il est beaucoup plus haut. Parce que vraiment, je vous demande de me croire, la VF de Shining, c'est de la grosse merde. Mais vraiment de la grosse merde. Et c'est étonnant parce que c'est les VF des années 80. Et les VF des années 80, elles sont prétendument toutes super cool. Mais alors, le gars qui a fait la VF de Shining, il a chié dans la colle un truc très concret. Alors on va commencer par l'évidence, hein. Jean-Louis Trintignant pour doubler Jack Nicholson. Qu'est-ce que c'est que cette idée de merde? T'est-il arrivé de songer un moment dans ta vie à mes propres responsabilités? T'est-il arrivé de réfléchir ne fût-ce qu'un seul, un tout petit moment à toutes mes responsabilités? Jackie Berger, pas crédible une seule seconde dans ce gamin. Ça me fait beaucoup de peine parce que j'aime bien les personnages doublés par Jackie Berger. Mais autant ça marche dans un dessin animé, autant là vraiment
moi ça me choque. L'adaptation est naze avec des textes pas synchro, des trucs qui marchent pas du tout, il y a pas de peur dans les dialogues, les phrases terrifiantes ne sont pas terrifiantes, y a rien qui va dans la VF de Shining. Y a rien qui va. Quelque part, ça me conforte dans l'idée qu'il faudrait vraiment que je fasse une vidéo sur les VF des Kubrick, quoi. Mais ça veut dire se retaper tous les Kubrick, et ils sont pas tous bons. Numéro 2 de ce top, La La Land, qui était 3e et qui maintenant est 2e. Au-delà du succès du film en soi, je pense que La La Land est le point de ralliement de plusieurs reproches qu'on fait régulièrement à la VF. Même indirectement, c'est-à-dire même les pro-VF font ces reproches-là au VF. D'abord, ça fait plusieurs fois que je l'évoque dans cette vidéo, mais je reviens un petit peu dessus, l'aspect comédie musicale. Quand on a des personnages qui parlent en français dans un film et qui chantent en anglais, c'est compliqué. Parce qu'il y a une rupture de la cohérence interne du film. On se dit qu'il y a un problème, même inconsciemment, on se dit pourquoi les personnages parlaient français et chantent en anglais, c'est bizarre. On se foutra de personne, cette soirée ce sera l'humanité dans ce qu'elle a de plus beau. Tout cela a-t-il un sens? Non, mesdames et messieurs les soi-disant jurés, ça n'a pas de sens, nous sommes d'accord. Alors avec le temps, on a pris le coup de main, on s'en effraie moins, et encore aujourd'hui, South Park le film reste une de mes VF préférées et un de mes films préférés, mais pour autant, je suis pas triste que les chansons soient pas en VF. Je trouve les chansons VO très réussies. Mais voilà, il y a quand même ce côté comédie musicale qui gêne un peu les spectateurs. Vous avez vu le nombre de comédies musicales qu'il y a dans ce top. Voilà, c'est clairement... il y a cette dissonance quelque part. C'est aussi un film qui, au moment de sa sortie cinéma, a été très peu exploité en VF. À vrai dire, je suis même pas sûr qu'il y ait eu des copies VF. Je me demande s'il a pas été mis en VF que pour le DVD, comme c'était le cas pour Les Misérables. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ont vu le film en VO. Et du coup, ils se sont pas posé la question de est-ce que la VF existe. Un peu comme Sacré Graal, ils se sont dit j'ai vu le film en VO, je vois pas pourquoi je me taperais la VF, donc à choisir, je regarderai toujours le film en VO. Et je peux comprendre ce phénomène, c'est un truc... qui touche un peu certains anti-VF dans l'autre sens. C'est-à-dire que ils aiment pas les VF, mais tel film, ils l'ont vu en VF pendant toute leur enfance, donc ils vont rester sur la VF. Et puis en cerise sur le gâteau, même si ça concerne pas tous les pro-VF, je dirais qu'il y a certains préjugés sur les VF récentes. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui partent du principe que les VF dans les années 80-90 c'était bien parce qu'on avait le temps de travailler et qu'aujourd'hui en 2010-2020 c'est moins bien parce qu'on a moins le temps de travailler. On travaille clairement pas dans les mêmes conditions que dans les années 80-90, mais c'est pas moins bien pour autant. Enfin bref, ce biais de pensée est encore bien présent, notamment chez les trentenaires et les cadras, et donc du coup ils se disent bon bah voilà, il n'y a aucune raison vraiment de voir La La Land en VF. Et en soi je peux pas vraiment leur donner tort, parce que c'est vrai que La La Land est une comédie musicale, que même si les comédiens VF sont bons, bah, la musique a quand même une place très importante dans le film. On entend beaucoup les comédiens chanter, comment dire, la musique fait partie de la diégèse, donc c'est compliqué quoi. Enfin, pour conclure, le numéro 1 de ce top, c'est Inglourious Basterds, qui était 6e avant, qui maintenant est 1er, et entre nous, ça ne m'étonne pas. Encore une fois, quand j'ai sorti ma vidéo à la base, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « T'as pas bien interprété le titre de la liste, on parle pas forcément des films qui ont une mauvaise VF, mais des films que, par leur nature, par la qualité de leur VO ou pour d'autres raisons, il faut forcément regarder en VO. Et même si j'ai pas toujours été d'accord avec cette manière-là de voir les choses, et c'est pour ça que je vais garder le titre « Les pires VF selon Sens Critique » parce que c'est quand même quelque part ce qui transparaît de cette liste. Malgré ça, je pense qu'effectivement, Inglourious Basterds est un film que, intrinsèquement, de par sa nature, il faut voir en VO. Dans ma vidéo sur Christophe Waltz, et promis c'est la dernière fois que je vous renvoie vers une autre de mes vidéos, mais dans ma vidéo sur Christophe Waltz, je disais de manière un petit peu sentencieuse, regarder Inglourious Basterds en VF n'a aucun intérêt. Et c'est quelque chose que je maintiens, mais ça n'a pas de rapport avec la qualité de la VF. Parce que la VF d'Inglourious Basterds, même si elle est dirigée par Ikovic, bah, y a des bons comédiens dessus. Christophe Waltz se double bien, Jean-Pierre Michael double bien Brad Pitt. C'est du travail de qualité, mais quelle que soit la qualité du travail fait sur Inglourious Basterds, le film ne peut être vu qu'en VO, parce qu'il est profondément polyglotte, et un peu comme La La Land, le caractère polyglotte du film
fait partie de sa diégèse. C'est au cœur de l'intrigue. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans les places 16 à 30, il y a d'autres films polyglottes comme The Walk ou Rencontre du troisième type. Deux films où il y a des personnages qui parlent français. Joseph Gordon-Levitt et François Truffaut. Et François Truffaut, c'est particulièrement gênant parce qu'il a un interprète pour répéter en anglais ce qu'il dit en français. Donc même si on trouve des petites astuces, même si on arrive à faire paraphraser ce genre de choses, ben ça a quand même pas beaucoup de sens. Ça a plus de sens dans The Walk, mais de la même manière, on se dit c'est dommage, Gordon-Levitt parle tellement bien le français. On se dit c'est un petit peu dommage de sacrifier ça en regardant le film en VF. Et là, Inglourious Basterds, vraiment... malgré les tortillages qu'a fait l'équipe d'adaptation pour s'en sortir, la VF était condamnée d'avance parce que le film est fait pour être vu en VO. Je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais je me demande si c'est pas la piètre réputation de la VF d'Inglourious Basterds qui a tiré vers le bas les autres VF des Tarantino. Mais vraiment, les autres films de Tarantino n'ont pas à pâtir du problème d'Inglourious Basterds. Inglourious Basterds est un des rares films qui intrinsèquement ne peut pas être doublé. Il y a d'autres films comme ça qui peuvent intrinsèquement pas être doublés, où on se dit c'est quoi l'intérêt de le doubler, où on se dit comment ils vont s'en sortir, est-ce que ça a vraiment un sens? Et je pense que ça mériterait d'en parler de ces films-là, mais j'ai pas envie non plus de vous teaser trop de futures vidéos, et puis ça va vous donner de faux espoirs. Parce que des projets de vidéos, j'en ai 10 à la minute, c'est terrible. Mais voilà, Inglourious Basterds, je pense, mérite sa place de numéro 1, parce qu'il est révélateur de tout ce phénomène. En tout cas, beaucoup plus que Everything Everything, qui était l'ancien numéro 1, et qui était là vraiment juste parce qu'il y avait 2 youtubeuses mode qui faisaient 3 répliques dans le film. Et c'était totalement injustifié. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à remplir vous aussi le sondage sur Sens Critique. Peut-être qu'on refera un nouveau vlog dans 4 ans pour faire un nouveau bilan et voir si la liste a beaucoup évolué. Mais je pense pas, très sincèrement. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires si vous avez un avis contraire à celui de la liste ou au mien. Et puis encore une fois, merci beaucoup de me suivre depuis tout ce temps. Vous êtes maintenant 75 000. Ça fait plaisir. Ça fait d'autant plus plaisir que, encore une fois, j'ai une chaîne sur le doublage, qui est un sujet vraiment de niche. Et je sais pertinemment qu'avec un sujet pareil, j'aurai jamais mon million d'abonnés, et rassurez-vous, je le vis très bien. Mais de savoir qu'il y a 75 000 personnes qui s'intéressent à ce que j'ai à dire sur le doublage, qu'il y ait des gens dans mes commentaires qui me disent j'en ai rien à foutre du doublage, j'ai jamais regardé ce film en VF, j'ai jamais regardé cette série en VF, mais c'est passionnant ce que tu as à dire. Des gens du milieu qui soutiennent les vidéos, qui soutiennent mes projets, des gens dont je parle dans les vidéos, hein. Je suis retombé sur cette capture par hasard, mais c'est vrai que Orelsan a dit du bien du Parlons VF. Donc tout ce qu'il dit Orelsan, c'est la vérité? Non, mais son père il est aussi un holographe, c'est de quoi il parle Orelsan? Précisément, il a dit super vidéo les gars, très intéressant. J'imite bien Orelsan. Ouais, c'est marrant. Et puis évidemment, il y a les collègues, il y a les gens dont j'apprécie le travail, ça fait toujours chaud au cœur de voir des retours de ce genre. Donc voilà, merci à vous et à toutes les personnes dont j'ai pu parler de me soutenir depuis maintenant 11 ans. Eh oui. N'hésitez pas à continuer de me soutenir sur Tipeee, hein. J'ai annoncé en début d'année que je comptais vivre de la chaîne, mais c'est vrai qu'en ce moment je passe des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures à bosser sur le zapping YouTube qui me rapportera pas un copec. Quel con. Et puis je vous donne rendez-vous prochainement pour le zapping YouTube. J'ai un Parlons VF dans les cartons, j'ai un Read-Up dans les cartons, et puis je vous prépare dans les jours à venir une petite surprise en rapport avec le monde du doublage. 3 fois rien, mais j'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao!